Les journalistes s'occupent de choses qui passent et disparaissent. Les écrivains sont des journalistes éternels, disait Jean-François Sommin, le romancier canadien. Chers internautes, bonjour et bienvenue dans 4e de couverture. Aujourd'hui, nous partirons à la découverte d'une si longue aventure. Un roman qui passe en revue tous les grands événements de l'histoire et met l'accent sur la condition humaine et la quête interminable de l'identité. Nous aurons le plaisir de partager ce plateau avec l'auteur, Mamadou Kassé, un diplômé du CESTI. Avec un parcours exceptionnel et inspirant, il n'est plus à présenter dans le monde des médias. Bonjour, monsieur Mamadou Kassé, et bienvenue dans cette émission. Bonjour, madame Moulay. Très heureux de cette séance. Et très heureux aussi d'avoir eu votre invitation. Je pense que c'est l'occasion pour moi de parler avec vous, de partager avec vous le contenu de cet ouvrage qui me semble important pour la nouvelle génération. Laissez-moi vous dire que le plaisir est totalement partagé. Donc, en parcourant ce livre, je voudrais qu'on commence d'abord par le début. Une si longue aventure avec comme première de couverture ce pagne tissé-là. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce choix? Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir commencé par ça, par l'image que cet ouvrage dégage. C'est l'image du pagne tissé. Pourquoi le pagne tissé? Parce que je me suis dit qu'il était important dans des ouvrages d'art comme celui-ci de pouvoir montrer ce qui fait le tréfonds culturel du Sénégal. Et parmi les éléments constitutifs du tréfonds culturel, il y a justement le pagne tissé. Retour on ne aux peut valeurs. pas, oui, avec tout ce que ça charrie comme valeur culturelle, comme valeur morale, comme valeur éthique, etc. Exactement. Parce que le pagne tissé était réalisé par nos tisserands qui ont quand même souvent alimenté l'espace sénégalais par ce genre d'œuvres d'art. Et il était important pour cet ouvrage-là de faire figurer le pagne tissé en première de couverture pour permettre aux gens de reconnaître justement que c'est un livre sénégalais. Et partout où vous serez à travers le monde, vous allez voir que effectivement cet ouvrage-là est différent des autres par sa couverture. Je ne parle pas encore du contenu, mais par sa couverture Juste simplement. la forme et on y est déjà. Tout à fait, tout à fait. Et c'est cette forme qui inspire et qui révèle comment dire, un contexte tout à fait particulier pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre d'image et qui découvre comme ça cette image de pagne tissé à travers cet ouvrage-là. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à madame de me sortir un pagne tissé que j'ai photographié et c'est cette photographie qui figure aujourd'hui ici en première de couverture. D'accord, comme vous l'avez dit, très inspirant, bel hommage et en parcourant le livre, on voit nettement que vous avez voulu montrer beaucoup, mais beaucoup de thèmes qui touchent aujourd'hui notre population, le monde, mais vous avez eu à montrer que tout est continuité et que cela débute depuis très très longtemps. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez bien cerné la problématique. Tout est continuité dans la vie. Il y a toujours une relation de causalité. Exactement. De cause à effet. Et chaque chose a des conséquences ou un impact sur la chose suivante. C'est ça qui fait que on ne peut pas apprécier les choses de façon sectorielle. Exactement. Il faut les apprécier de façon inclusive pour mieux comprendre les interactions et les relations de cause à effet qu'il y a entre les différents phénomènes. Quand vous voyez cet ouvrage-là, ça évoque d'une part la sécheresse, les problèmes d'environnement, les problèmes de gestion du village, les problèmes de gestion urbaine, etc. C'est vraiment les problèmes liés à les inondations, l'exode rural, après l'exode rural, l'émigration, etc. C'est tout un processus. La désillusion, les frustrations, les insatisfactions, en tout cas, toutes les problématiques qui traversent la société, les jeunes comme les vieux, comme les moins jeunes. Et ce sont des problématiques qui nous interpellent tous les jours.
auxquels il faut faire face. Comment y faire face? Mais en s'imprégnant de ce qui s'est passé antérieurement, Exactement. en comprenant les relations de causalité qu'il y a eu. Par exemple, l'esclavage. Exactement. Quand on a parlé d'esclavage, on ne peut pas aujourd'hui ignorer le phénomène de l'esclavage. Et j'ai vu quand vous avez parlé de la colonisation comme un crime, en expliquant d'abord l'esclavage. Est-ce que vous pouvez vraiment revenir sur ce point-là? En quoi la colonisation est-il un crime? Et vous avez insisté sur les propos. Mais vous voyez que l'histoire me donne raison. Depuis quelque temps, on évoque la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. Exactement. Et de plus en plus, tout le monde accepte justement que ce phénomène, cette colonisation est un crime contre l'humanité, contre l'homme avec un H majuscule. Le fait d'avoir voulu asservir des êtres humains mais est un crime. Exactement. Parce qu'on le prive de tout. Les frontières qui ont été créées. Les frontières qui ont été créées artificiellement. Comment dirais-je, l'esclavage d'abord, parce que le fait de déporter des gens vers d'autres terres, vers d'autres contextes auxquels ils ne sont pas habitués, par exemple les Africains américains aujourd'hui, l'une des plus grandes frustrations de ces Africains américains, c'est la perte d'identité. Le fait de ne plus savoir d'où ils venaient, quels noms portaient leurs ancêtres, leurs grands-pères, leurs grands-mères, etc. Quelle est leur histoire? Et de vouloir aujourd'hui aller à la quête justement de cette identité-là. Je pense que ça, c'est la plus grande frustration de l'être humain. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas invoquer, par exemple, l'esclavage ou la colonisation et ne pas l'associer à un crime contre l'humanité. Vous voyez, donc, c'est vraiment effectivement un crime contre l'humanité. Mais il n'y a pas que l'esclavage et la colonisation. Il y a aussi les déportations. Oui. Il y a beaucoup de nos vieilles figures, de nos anciennes figures qui ont été déportées. Par rapport aux résistances qu'ils ont essayé de mener contre le colonisateur. Tout ça, c'est des phénomènes qui ont traversé notre société et qui font qu'aujourd'hui, on ressent toujours cet effet-là. On le sent toujours avec beaucoup de résilience. Surtout dans un pays comme le Sénégal. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas plus résistant, plus résilient que le peuple sénégalais. Avoir côtoyé le colon pendant 300 ans, l'esclavage, 300 ans, 200 ans de colonisation, et puis avec tout ce qui s'en est suivi, et être résilient, rester scotché à sa culture, c'est ça ce qui me semble en tout cas quelque chose de très, très, très important. On ne l'évoque pas souvent, mais il est important de savoir que les Sénégalais ont été très résilients. Ils ont été très, très courageux pour faire face à des situations de cette nature qui, en d'autres lieux et en d'autres circonstances, ont emporté bien des peuples. Soit ils ont emporté leur langue. Oui. Aujourd'hui, nous avons le Wolof, que nous partageons ensemble. Et pourtant, nous avons côtoyé le colon pendant 50 ans qui a toujours voulu nous imposer sa langue. Il n'y a pas réussi. Le français, aujourd'hui, les gens le considèrent comme facultatif. Alors que le Wolof est aujourd'hui en train de traverser notre société de part en part. Je pense que ça aussi, c'est important que les jeunes le sachent. Exactement. Alors, vous avez choisi de faire de ce livre un roman où vous allez présenter un protagoniste qui, de par son parcours, va nous montrer toutes les difficultés qu'il aura à rencontrer. Parmi ces thèmes qu'on a eu à élaborer, moi, en tout cas, j'aimerais vraiment que vous reveniez un peu sur l'exode rural d'abord, ensuite l'émigration, surtout par rapport à la route du désert. Tout à fait. En tout cas, je pense que c'est un long parcours qui part du village, mais qui rédulte. Déjà, cela montre qu'il y a une continuité. Une continuité après le monde dans la rural, trajectoire. La ville, la capitale. Parfaitement. Et puis maintenant, ce qu'on appelle l'Eldorado. Exactement. L'étranger. Vous avez montré en même temps que tout est concentré à la ville et ce qui fait que les populations la population rurale plutôt, a tendance à venir à Dakar. Parfaitement. Et en comparant avec les pays de l'Afrique et de l'Europe, c'est à peu près la même chose qui se passe. Mais parfaitement, parfaitement. Parce que, d'abord, l'exode rural. Le phénomène de l'exode rural
réduite d'une situation particulière. Exactement. Au Sénégal, du fait de la sécheresse. Il y a eu une longue c'est ce qui a déclenché donc l'exode rural. Qui a déclenché l'exode rural parce que les gens vivaient bien dans le terroir. Mais à partir des années 70, entre 70 et 90, il y a eu la sécheresse. Une longue série de sécheresses qui a pratiquement bouleversé tout le monde rural et complètement perturbé l'écosystème au niveau du village. Si bien que les forêts étaient en train de disparaître, l'eau était en train de disparaître. Un peu partout, il y a eu ce phénomène de sécheresse dévastatrice pour le monde rural. Qui fait que les gens avaient de plus en plus de difficultés et le choix s'est imposé à résister au phénomène de l'exode rural. Alors donc, c'est ça qui fait que les gens ont décidé d'aller en ville. Parce que la seule solution qui s'imposait à eux, c'était d'aller en ville et puis de chercher à vivre. Malheureusement, le phénomène de l'exode rural a des conséquences en ville. Parce que vous quittez la sécheresse, là où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, et vous allez dans un décor que vous pensez être plus agréable, plus propice, mais malheureusement qui se révèle être un décor très très compliqué, très complexe. Et le cas de Mandoumbé est illustratif justement des problèmes d'intégration qu'il y a au niveau des jeunes qui viennent des villages et qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas été instruits et qui côtoyaient d'autres phénomènes qui ne sont en rien liés aux phénomènes urbains. Et donc le fait de venir à Dakar, déjà, quand il venait, il a vu qu'effectivement, que de plus en plus... Dakar aussi a ses réalités. A ses réalités. Et plus il s'approche de Dakar, plus il se rend compte que son environnement est en train de disparaître. Même les baobabs, les forêts de baobabs qu'il voyait, mais étaient en train de disparaître à Dakar du fait justement du phénomène des immeubles. Exactement, oui. Là où il y avait les baobabs, on les a coupés. On a face mis à une modernité brutale. Brutale. Parce qu'il n'avait pas l'habitude de voir ça. Il se rend compte que ce qu'il avait l'habitude de voir tous les jours dans son terroir, il ne voit plus ça. Il voit Dakar comme comment dirais-je, un réseau d'immeubles, de béton, de fer, etc. La ville. Et avec l'asphalte, avec la route et tout ça. Mais c'est des éléments qu'il découvrait et qui font que il sera obligé de s'adapter plus ou moins avec tous les risques qu'il y a. Exactement. C'est ça qui fait qu'arrivé à Dakar aussi, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes d'insertion, il a eu des problèmes d'intégration. Il a essayé, malgré tout, de faire des activités, de mener un certain nombre d'activités, de métiers, comme il l'appelle. Et puis, ça a commencé par le charretier. Il a essayé de prélever du sable. Mais on sait et là, vous avez intégré le problème avec l'avancée des mers. Mais parfaitement. La question environnementale est une question qui nous interpelle tous. Il faut donc l'intégrer dans toutes les réflexions qu'on mène. Parce que l'environnement, c'est ce qui nous aide de plus proche. On ne peut pas l'occulter, on ne peut pas l'ignorer. Exactement. Et le fait d'aller prélever du sable de mer se passe dans un avec sa charrette, c'est une façon de détériorer l'environnement en créant le phénomène d'érosion côtière et tout ça, et d'avancer de la mer. Exactement. Donc, lui, il n'est pas conscient de ce phénomène-là. Et en réalité, c'est ce qui se passe. Et en réalité, c'est ce qui se passe. Si bien que l'État avait quand même élaboré un certain nombre de textes pour arrêter tout ça. Ce qui lui a valu d'ailleurs à Mandoumbé quelques risques de se retrouver en prison. Où était l'intervention de son oncle. Donc ce phénomène-là a toujours existé. Et Dakar est construite à partir de ce sable de mer. Et l'érosion côtière, tout le monde sait que c'est un phénomène qui pratiquement, c'est un phénomène destructeur. C'est une menace pour notre vie en milieu urbain. Exactement. Et on a vu d'ailleurs que, depuis quelque temps aussi, au niveau de la côte là,
tous les problèmes liés justement à la construction Exactement. à côté de la mer et les risques liés justement à l'érosion côtière. Donc ça aussi, c'est un autre élément. L'autre élément qui me semblait important, c'est que Mbendoumbé s'est livré à d'autres activités. Il a fait le docker. Surtout le docker. Voilà, justement, il est allé au port où il a essayé de faire le portefeuille. Et il a rencontré, c'était l'occasion pour lui de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes venant d'ailleurs. Parce que ces personnes-là, il ne pouvait pas les rencontrer ailleurs. Exactement. Parce que lui, sa trajectoire, c'était de partir du village, de se retrouver ici à faire le charretier. Bon, mais subitement, il se retrouve justement en plein dans la société. La société active avec le port. Le port. Avec le port. Le port, c'est le centre aussi, quelque part, le centre de l'activité urbaine. Parce que toutes les activités partent du port. Quand vous voyez que de jour comme de nuit, le port est très actif. Donc, il a eu l'occasion de rencontrer des gens, des étudiants. Surtout les étudiants. Et vous en avez profité pour évoquer le système LMD avec ses promesses. Parfaitement. Il a rencontré les étudiants qui sont venus aussi faire le docker. Et avec leur diplôme. Avec leur diplôme, parce qu'ils n'ont pas de travail. Bon, ils n'ont pas de travail, d'abord parce que le diplôme qu'ils ont ne répond pas justement à cette ambition de faire de l'adéquation formation-emploi. Ça aussi, c'est un réel souci. C'est un réel souci. Ils ont le diplôme, mais ils n'ont pas la technicité nécessaire. Est-ce que cela n'est pas la cause réelle même du taux de chômage au Sénégal? Le fait de proposer des formations... Parfaitement. Un enseignement surtout inadapté et aussi par rapport aux besoins du marché, ce qui fait que les jeunes ne sont pas directement fonctionnels, mais surtout ils ont juste des connaissances théoriques. Parfaitement. Ça, c'est dû au fait aussi qu'on n'a pas encore suffisamment fait l'étude du marché de l'emploi. D'accord. Vous ne pouvez pas faire une étude du marché de l'emploi si vous ne faites pas l'étude des activités réelles qui sont créées au niveau de notre société. Exactement. Et ça également, c'est un gros souci parce que les gens pensent pouvoir créer n'importe quel emploi. Alors qu'en réalité, il y a l'offre d'emploi et il y a la disponibilité d'emploi. Exactement. Et ça, je pense que, et la demande d'emploi. Surtout. Ça, c'est des éléments qu'il faut mettre en adéquation. L'offre et la demande, ce qui n'a jamais été le cas. Et Mbendoumbé, effectivement, au port, s'est rendu compte que ces étudiants-là qui viennent de l'université, pour la plupart, ont leur diplôme, mais n'ont pas les qualités ou bien les qualificatifs nécessaires pour pouvoir embrasser le monde voilà, justement. De façon ça, c'est très un autre. formelle. L'autre élément qui renvoie justement à ça, c'est le fait que au niveau de l'université, on a mis en place un système qui s'appelle le système LMD. Le système LMD, c'est quoi? C'est licence, master, doctorat. Mais c'est le système normal. Mais dans d'autres pays, ce système ne marche pas comme on a voulu le faire fonctionner ici. On met tout le monde dans le système et on s'attend à les voir performer ou en tout cas être performants dans leurs activités. Non, parce qu'en les mettant tout le monde, on continue juste à faire la théorie. D'accord. Et la théorie ne permet pas véritablement à l'étudiant d'embrasser directement le métier et de pouvoir trouver dans le milieu du travail une plateforme pour exécuter son activité. Surtout. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de sociétés, il n'y a pas suffisamment d'offres, tout ça. Et l'étudiant qui est à l'université, pour trouver juste un stage, c'est tout un problème. Très compliqué. C'est tout un problème. C'est ce que j'appelle l'inadéquation formation-emploi. Ça fait partie aussi de cette inadéquation. On vous forme et vous n'avez pas la possibilité
d'aller dans une entreprise ou dans une société. C'est un sujet qui ne cesse d'être d'actualité. Mais c'est un sujet qui ne cesse d'être d'actualité. Et malheureusement, on se rend compte que le système LMD a été dévoyé à cause de ça. À cause de ça. Et je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie. Ceux qui feront la licence doivent faire la licence. Oui. Ceux qui font le master doivent faire le master. Ceux qui font le doctorat doivent faire le doctorat. Mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. C'est d'autant plus important d'ailleurs que nous manquons énormément d'ouvriers qualifiés dans nos pays. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Nous avons des gens qui veulent tous faire leur second cycle à l'université et tout ça. Oui. Mais nous manquons énormément d'ouvriers qualifiés. Ce qui fait la force de certains grands pays émergents. Comme la Chine, vous allez par exemple. en Inde, au Pakistan, etc. Mais c'est d'abord des ouvriers pas qualifiés. Dans tous les autres pays qui sont aujourd'hui dits émergents, c'est des ouvriers qualifiés D'accord. qui créent, qui inventent Surtout. et qui propulsent le pays vers d'autres levels, d'autres niveaux. C'est ça qui me semble important. D'accord. Donc, mais par rapport à ce système LMD, vous avez un système parallèle. L'autre système LMD, qui s'appelle lutte, musique, danse, est en train de prendre le dessus. Et ça aussi, Mendoumbe l'a constaté. C'est un autre système En tout qui cas, prend le dessus oui. face au système LMD universitaire. Il y a le système LMD, lutte, musique, danse. Et aujourd'hui, on voit maintenant Que la façon dont ce système est en train de prendre le dessus. Et c'est ça qui est dangereux. la réalité qu'il faut pas occulter. C'est vrai. Il ne faut pas occulter. C'est Et Mendoumbe, comme pour revenir au début, en fait, ce livre, c'est une œuvre. Et on ne finira pas avec les thèmes. Il y en a tellement. Mais j'aimerais vraiment, pour finir, qu'on puisse parler du retour. Après avoir conscientisé, imprégné celui qui aura à lire ce livre-là, vous avez montré un retour au bercail. Tout à fait. Ça, j'aimerais que... Tout à fait. Ça, le retour au bercail, c'est la solution qui me semble la plus pertinente, la plus appropriée. Et comment revenir dans ce genre de Comment de faire ce situation. retour-là? Et ce retour est préparé par le fait que, effectivement, Mendoumbe, qui a tenté plusieurs aventures, Surtout. a échoué. Il a échoué par le désert. Le désert avec Et l'immigration. avec tout ce qu'il y a eu comme mort, qu'il a rencontré, qu'il a côtoyé dans sa trajectoire et tout ça. La mer avec les pirogues qui chavirent, les pirogues qui emportent beaucoup de jeunes Sénégalais. Tout ça, ces phénomènes-là, il les a vécus. Il les a vécus, il a tout essayé. Et il sait également, d'après les comptes rendus des gens qui viennent d'Europe et tout ça, que l'Europe n'est pas l'Eldorado. Que l'on pense. Que l'on pense. Il a vu que, par exemple, un de ses amis, cousin même, Madiambal, qui était en Europe, a vécu des situations assez cocasses. Exactement. Parce que lui, il est parti en Europe par le bateau. Oui. Et on l'a mis à l'intérieur d'un bateau et tout ça. Et on lui demandait de se coucher quelque part. Et il s'est rendu compte que, en fait, tout ce qui l'entourait, c'était des objets qui avaient été prélevés en Afrique. Par exemple, les œuvres d'art, les pièces d'art, tout ce qu'il voyait dans le bateau, c'était le pillage. Mais il s'est demandé, il s'est posé la question de savoir si véritablement les gens qui sont venus ici, soi-disant pour civiliser les sociétés, ne sont pas en train de déporter, de prendre... Un vrai rappel de l'histoire. Voilà. Alors de prendre tout ce que l'Afrique avait comme valeur culturelle et tout ça, comme œuvre d'art. Et effectivement, le même Madiambal lui a expliqué aussi que lui, tout le temps qu'il a vécu en Europe, il passait son temps justement à courir devant des policiers.
Voilà. Et il lui a dit, mais écoute, cette situation irrégulière et tout, mais justement, cette honte de revenir parce qu'on n'a pas eu tout ce dont on s'attendait, ce n'est pas évident. Et je pense que c'est le quotidien de plusieurs personnes qui ont voulu quitter le pays pour des lendemains meilleurs, une vie meilleure. Parfaitement, parce qu'en partant, ils avaient plein d'espoir, plein de certitude même que les choses allaient bien se passer. Ils se sont rendus compte après que ce n'était pas évident. Exactement. Et que, bon... Et aujourd'hui, vous préconisez quoi pour ces jeunes-là? Préconiser le retour. Aujourd'hui, c'est le retour. Mais le retour n'est pas aussi évident. Le retour est conditionné. Surtout. Ce retour est conditionné parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, pour revenir, il faut mettre en place un certain nombre de conditions. Exactement. D'abord, avec le retour de la pluviométrie, les villages sont en train de reverdir, comme on dit. Exactement. Et qu'il est possible aujourd'hui, en exploitant l'eau, dans un contexte assez particulier, on peut rester dans son village. On peut également exploiter toutes les ressources du terroir. Mais pour ça, il faut un certain nombre de conditions. Et ces conditions-là, effectivement, Mandoumbé en est très conscient qu'il faut effectivement faire des aménagements, faire des bassins de rétention, faire en tout cas... c'est tout un système qu'il faudrait mettre en place afin de réussir ce retour au bétail. Et que l'État avait plus ou moins commencé. Malheureusement, ce n'est pas de façon organisée. Parce qu'il y a eu des séquences où véritablement on a aménagé ici. Mais il n'y a pas encore eu de programme véritablement qui permet justement d'amener les jeunes à retourner au terroir. Par exemple, la question des bassins de rétention, on l'avait évoqué dans un passé récent. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de sujet, malheureusement. Ni pour l'agriculture, ni pour la pisciculture, ni pour d'autres exploitations agricoles. Surtout. On l'a fait et puis bon, ça c'est resté au stade de projet. Alors qu'il faut un programme structuré qui permet véritablement d'envisager ce genre d'aménagement. D'autres aménagements sont en train d'être préconisés. C'est bon, c'est important, mais il faut toujours, comme on dit, revenir à ce qu'on avait dit antérieurement. Il y a toujours une relation de causalité. Exactement, cause à effet, cause à effet. Et c'est à partir de ça, de ce constat, qu'on doit pouvoir se dire, si on aménage ces terroirs, on pourra permettre aux jeunes de quitter la ville. Parce que là, effectivement, les jeunes vont pouvoir quitter la ville pour aller vers le village, le terroir. Et ça, c'est important. Mais tant qu'on ne leur aura pas aménagé des commodités, un certain nombre de commodités, ils ne vont pas quitter le village. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut qu'il y ait l'eau, il y ait l'électricité, le téléphone et toutes les commodités qui permettent véritablement de faire des exploitations. Il y a des tentatives qui sont faites, mais c'est des tentatives pour le moment sectorielles et partielles. Exactement. Il faut le mettre dans un vaste programme. Et c'est ça aussi l'élément qui me semble important dans la démarche de Bundubé. Je pense qu'avec 23 chapitres ici, toute une journée n'aura pas suffi. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique en tout cas. Merci pour cette œuvre. Merci vraiment pour tous les thèmes très importants. Tous les thèmes sont importants, tous les thèmes sont à revoir. Merci pour cette subtilité. On voit vraiment la fibre journalistique. Merci beaucoup, merci en tout cas pour à vous. Et des mots de la fin, vu qu'on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, merci parce qu'effectivement, en 27 chapitres, j'ai essayé d'embrasser toutes les problématiques. Mais je me rends compte qu'en réalité, je n'ai pas pu tout vider. Par exemple, le problème de l'excision, le problème
du mariage précoce. Oui, n'oublions pas que vous avez parlé du problème du mariage précoce, de la mortalité. De la mortalité, le problème de la mendicité dans les rues de Dakar. Exactement. Donc voilà, un phénomène qui revient. Beaucoup de bon, je pense que ça fait l'actualité d'ailleurs ces derniers jours, avec ce qu'on reçoit comme mendiant. Exactement. Et c'est ça. Donc on ne peut pas aujourd'hui, c'est une peinture sociale. Je devrais même dire une peinture sociétale. Exactement. Pour permettre aux gens de comprendre les réalités de leur milieu. Exactement. Et de pouvoir véritablement créer les conditions d'une résilience par rapport à tous ces phénomènes. Parce qu'on a beaucoup de défis. Et il nous faut faire face à ces défis. Conditions de résilience, je vais terminer par ce mot magnifique de l'auteur. Toutes les conditions de résilience. Rien n'est facile dans la vie, certes, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de la vie, non? Je vous recommande vivement ce roman. C'est une œuvre, c'est un livre où vous pouvez développer et comprendre mieux la condition humaine, mais surtout la quête interminable plutôt de l'identité. Au revoir et à très bientôt.